Salut tout le monde, bienvenue dans Emitsu Retro, deuxième vidéo sur ma collection de mangas. Aujourd'hui, on va faire l'éditeur Delcourt. Alors, il faut savoir que l'éditeur Delcourt a fusionné avec l'éditeur Tonkam. Donc, j'ai des séries qui sont uniquement Delcourt et d'autres qui sont Delcourt Tonkam. C'est pas toujours évident lorsqu'on fait son rangement parce que automatiquement, il y a des séries que je vais ranger, je vais séparer les Delcourt et les Tonkam automatiquement. Et après, celles qui ont les deux, ben, si la série dès le tome 1 est un Delcourt Tonkam, je vais le ranger avec les Delcourt. Si la série a commencé chez Tonkam, par exemple, je vais plutôt aller le ranger directement chez Tonkam. Ça va dépendre. Donc, ça va faire un peu... Peut-être qu'il y a certaines séries, quand on fera Tonkam, vous me direz « Ah, mais celle-là, tu aurais dû la mettre en Delcourt. » Enfin bon, on verra bien. Alors, là, j'ai des séries en cours, j'ai des séries terminées, j'ai aussi... Oui, j'ai aussi une série stoppée. Et j'ai 4 séries du même auteur, mais on verra à ce moment-là. Alors, on va commencer avec Fantasy Lazy Life. On va rapprocher. Donc, ils sont 3 scénarios de Tsunehiko Watanabe, dessin de Neko Inotsuki et caractère design de Juyu Ayakura. Oui. Alors, on suit le héros se retrouve, c'est un isekai. J'en avais parlé dans ma vidéo sur les isekai, que j'avais dit justement parce que c'était une série qui changeait un peu des isekai habituels, où le héros se fait invoquer donc par la reine du royaume de Karpa, qui est elle, qui est Aura, qui possède la magie héréditaire de l'espace et du temps, et elle l'invoque parce qu'il a lui-même cette magie, puisqu'il est le descendant d'un membre de la famille royale de ce monde qui a fui dans notre monde à nous, on va dire. Et elle l'invoque pour se marier avec lui, parce que suite à une guerre, la famille royale a été quasiment décimée, aussi bien les branches principales que secondaires, et elle se retrouve à devoir... elle a 2 prétendants, parce qu'il faut que ça soit aussi quelqu'un qui ait un peu de sang royal, et surtout la magie de l'espace et du temps. Mais elle, le problème qui se passe, c'est qu'elle est dans un royaume gouverné par elle est reine dans un royaume gouverné par les hommes. Donc elle a réussi à asseoir son autorité de reine parce que elle est puissante, c'est une guerrière et compagnie. Mais elle est tout à l'opposé de la femme idéale de son monde. C'est-à-dire que, comme elle dit elle-même, si on mettait 10 hommes devant moi, 9 choisiront une autre que moi, parce qu'elle est vraiment pas dans le standard. Et elle veut gouverner, parce qu'automatiquement, si elle se marie, bah, c'est le roi qui gouvernera. Donc elle, ce qu'elle veut, c'est gouverner, donc elle lui dit concrètement, et lui, il comprend le truc, parce qu'il a l'habitude, il faisait de la négociation commerciale, ce qu'elle veut, c'est un prince consort qui fera tout ce qu'elle lui dira, tout ce qu'elle dira, afin qu'elle conserve le pouvoir. Et lui, ça lui va bien, lui, en échange, tout ce qu'il demande, bah, c'est à glander toute la journée, tranquille, voilà. Alors, ça s'arrête pas là, parce que automatiquement, il y a des intrigues politiques, il y a il y a tout un tas de choses. Il y a le fait que normalement, il faut qu'il prenne des concubines, mais lui, il veut pas. Enfin, parce que bah, forcément, c'est pas dans sa mentalité. Lui, il veut que sa femme. Mais politiquement, ça pose problème. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est le savoir qu'il amène avec lui. Et ça, c'est quelque chose qu'on se rend compte, par exemple, au tome 5, si je dis pas de bêtises, où elle lui explique que les moulins à eau cassent rapidement, que c'est une technologie qu'ils n'ont pas, qu'ils sont obligés d'acheter des roues de moulins à un autre pays étranger qui possède cette technologie, qu'ils ont essayé de limiter, mais que ce qu'ils ont fait est encore plus bancal, résiste moins. Et lui, il arrive, il regarde ça, puis il fait ah, mais c'est à cause du nombre de pales, il faut mettre un nombre premier. Alors elle est là, elle comprend pas. Alors il lui explique les nombres premiers, donc elle comprend forcément, c'est un peu quelque chose qui lui échappe. Donc il finit par, donc en gros, ben, il finit par dire, bon bah, il lui fait la liste des nombres premiers, et il lui dit qu'on faut que vous ayez un de ces chiffres en nombre de pales, parce que ça, comme un nombre de premiers ne peut être divisible que par lui-même, cela crée une meilleure répartition des forces sur la roue, et ça rend donc la roue
plus résistante dans le temps, parce qu'elle a moins de contraintes. Et ils font des essais et ça marche et ils arrivent même à ce que leur roue soit supérieure à celle qu'ils achetaient. Et en fait, petit à petit, il va amener des petits trucs par-ci par-là, sans se rendre compte qu'il est en train de faire une révolution technologique dans le pays. Et comme tout ce qu'il fait passe par le biais donc du coup de la reine, donc géré par la famille royale, bah, elle, ça lui permet d'encore plus asseoir son autorité. Alors, je vais arrêter là mon résumé, parce que c'est une série que j'aime beaucoup, je la relis régulièrement. En fait, pratiquement à chaque fois qu'un nouveau tome sort, j'ai tendance à la relire en entier. Je lis le nouveau tome et je finis par relire depuis le début. Au moment où je fais cette vidéo, on est au tome 8, si je dis pas de bêtises. Je regarde vite fait. Ah, ouais, ouais, c'est ça. On est au tome 8 et il me semble qu'au mois de juin, le tome 9 doit sortir. Et c'est vraiment... Il y a plein de choses comme ça. Par exemple, ouais, je vais donner un deuxième exemple. Les maths. Ils ont une façon de compter qui est un peu compliquée, ce qui donne lieu à des erreurs. Et lui, il arrive, il a son ordinateur portable, il lui dit bah, donne-moi les chiffres. Il rentre tout dans un tableur Excel, il refait les comptes, puis il arrive, il fait ah mais lui il a trop payé, lui il a pas assez payé, machin. Donc tu lui fais tout le rapport et elle est là ah ouais, donne-moi ça. Et c'est plein de petites choses, mais il y a tellement à dire sur cette série. Franchement, c'est une série qui est en cours actuellement en France au moment où je fais cette vidéo, qui est en cours aussi au Japon. C'est une série à faire. Ça va vous changer des isekai habituels. Alors bon, je vous le dis tout de suite, oui, il y a du sexe, mais bon, c'est quand même une série techniquement, on va dire, un peu pour adultes, parce que ben, il faut bien qu'il fasse un gosse à sa femme et compagnie. Mais c'est tout ce qu'il y a autour qui est vraiment... ça change complètement des isekai habituels. J'en ai un paquet d'isekai. Donc, comme je disais, allez voir ma vidéo sur les isekai. Vous verrez, je parle de tout un tas d'isekai. Allez, hop là. J'ai le bouquin qui est un peu écorné. Série suivante. Alors, un autre isekai. Arifureta. Alors, c'est Arifureta de 0 à héros. Alors, je vais rapprocher. Donc, à l'origine, c'est un light level, je précise. C'est pas un héros, c'est un anti-héros. En fait, il veut pas. Toute sa classe a été invoquée et il se retrouve avec une classe de merde. Il est synergiste, ce qui lui permet de transmuter les métaux, les choses comme ça. Et normalement, à la base, c'est une bonne classe on va dire, de support, puisqu'elle va créer les équipements des autres. Sauf que ben il est un peu le souffre-douleur de la classe et compagnie, donc il se fait vite trahir par un camarade de classe, et il se retrouve au fond d'un donjon où il va réussir à survivre comme il peut. Il va faire des rencontres, parce que bon, c'est un isekai de type harem, donc il va se retrouver vite avec tout un tas de filles autour de lui. Mais surtout, il acquiert des capacités bah, pour survivre dans le donjon. Il a mangé les monstres qu'il tuait, et du coup, il a acquis certaines des capacités des monstres qu'il a mangés. Ce qui fait que, bah, en fait, compte, il devient hyper balèze. Mais lui, il en a rien à foutre de sauver le monde où il a été invoqué compagnie. Non, lui, tout ce qu'il veut, c'est rentrer dans son monde, avec les filles qu'il a autour de lui, bien qu'aucune soit en réalité de son monde. Et parce que c'est toutes des rejetées. En fait, c'est ça le truc, c'est que toutes les filles qui se retrouvent autour de lui, elles ont plus ou moins été, comme lui, été rejetées par les siens. Et bon, pas toutes, mais ou alors, si elles n'ont pas été rejetées, elles ont certaines spécificités qui rend le tout comique. Par exemple, il y a une dragonne, elle est masochiste. Et quand il l'envoie chier, parce que forcément, il développe un sale caractère, donc des fois, elle est là, ah, machin, hein, il l'envoie bouler, et elle est là, ah oui, c'est bon, perverse. C'est du... Voilà, c'est pour rendre le truc comique. Et vraiment, j'aime bien cette série, ce que ça change, parce que comme il dit, moi, je veux rentrer dans mon monde, même s'il faut que je tue Dieu pour ça, quoi. Ses camarades de classe, il en a rien à secouer. Quand il les croise, eux, ils sont là. Ah, t'es vivante, croyez-moi, ils sont tout contents. Il est là, il les regarde, l'air de dire ouais, ok, mais vous avez rien fait pour me sauver. C'est l'un de vous qui m'a trahi. Même pas, il les ignore, quoi. C'est vraiment. Enfin,
ça va plus loin que ça, mais je veux pas vous spoiler la série. Pareil, c'est une série que je recommande. L'animé avait été passé sur Wakanim. Donc moi, alors en fait non, c'est une série ça fait partie des séries que je suis en scan en anglais et qui, bah forcément, quand elles arrivent en France, je les achète. Parce qu'elle a dit, voilà, donc, enfin, dans la limite de mes moyens, parce que je peux pas acheter tout ce que je lis. Mais c'est vraiment une très bonne série, j'ai aimé l'animé. Et hop, allez, on va passer à la série suivante. Donc là, une série finie. Ceux qui ont des ailes de Natsuki Takaya, l'auteur de Fruit Basket. Alors c'est une vieille série, donc il y a, voilà, graphiquement on le sent, hein, graphiquement c'est du graphisme des années, j'allais dire des années 90, mais peut-être que je m'avance un peu. Ouais, 96, 92, vous avez qu'à voir. Alors, là le problème, c'est qu'en France, cette série est sortie suite aux séries de Foot Basket. Mais à l'origine, c'est une série qui est sortie avant Foot Basket. C'est ce qui fait aussi que les graphismes sont plus... On sent le code graphique est plus vieux. Il y a des périodes au niveau des codes graphiques dans les mangas. Quand on a l'habitude, tu arrives, tu ouvres un bouquin, tu regardes, tu dis ça, c'est telle décennie. Tu le sais tout de suite. Après, il y a forcément toujours les séries atypiques qui ont leur propre code et qui sortent du lot. Mais là, non, c'est une série standard. Alors, Kotobuki, ancienne voleuse, et Raymond, ancien militaire de haut rang, vous offre dans cette série futuriste une histoire d'amour pas comme les autres. Dans ce premier volume, vous lirez bien entendu les premiers chapitres de Ceux qui ont des ailes, mais aussi, ouais, bon, à ce cas-là, il y avait un one-shot d'une autre série et compagnie. Natsuki Takaya fait du shoujo et de l'histoire d'amour. C'est voilà, c'est même si autour vous avez des trucs comme celle-là qui est futuriste, qui a du combat, des choses comme ça reste du shoujo et de l'histoire d'amour. Alors j'ai pour cette vidéo 4 séries de Natsuki Takaya, on va reparler d'elle. Alors je crois que maintenant elle est plus, je crois qu'elle doit plus être éditée cette série en France. Ensuite on passe à Foot War, Shogeki no Soma. Alors moi c'est une série que j'avais commencé à voir bien avant que l'anime arrive en France. Pareil, c'est une série que je suis en scan. J'aime les séries de cuisine qui ont un truc délirant, c'est-à-dire à la Petit Chef, pour ceux qui connaissent. Bon, là, ils ont rajouté un gros côté ecchi, on sent l'affluence moderne que pour appâter l'ado, faut qu'il y ait, faut qu'il y ait un peu, faut qu'il y ait de la nudité, parce qu'en fait, ça s'arrête là, c'est que de la nudité et du sous-vêtement. Mais j'ai beaucoup aimé cette série. Alors, il faut savoir que la série Food Wars, au niveau de l'animé, au niveau de sa distribution en France, c'est un peu chaotique à mon goût, puisqu'il y a plusieurs plateformes de streaming qui le proposent. Mais la seule qui propose, non, ils sont deux à proposer les 5 saisons complètes, c'est Crunchyroll et ADN. Si je me souviens bien, ce sont les deux seuls qui proposent les 5 saisons, parce que Food War, vous l'avez aussi sur Netflix, mais il me semble que sur Netflix, il n'y a que les 2 ou 3 premières saisons, quelque chose comme ça. C'est, voilà. Donc c'est l'histoire de Sema qui tient... en fait, c'est ça le pire. Si vous avez connu Le Petit Chef, c'est vraiment, Food War est une version moderne de Petit Chef. Mais d'une force, on retrouve le fils de chef qui tient l'auberge familiale, sauf que dans Le Petit Chef, le père est mort. Là, il va dans une école pour cuisiner, alors que bon, dans Petit Chef, c'est plutôt qu'il rejoint l'association des gastronomes, puis il fait des concours sur concours. Mais les concours reviennent un peu au Shogeki de Soma, au duel de chef. Les concours de Petit Chef sont pareils. On a le vieux qui se dessape, on l'a dans les deux séries. On a le trip avec les couteaux et compagnie, ça, on l'a dans les deux séries. En fait, il y a un gros parallèle entre les deux séries. Pour moi, celui qui me dit, si vous aimez Petit Chef, vous aimerez Food War. Parce que c'est vraiment... ils ont énormément de points communs. Allez, on va passer à la série suivante. On va rester dans Food War, on va parler du spin-off, Food War l'étoile. Alors, on voit bien. Food War l'étoile, en fait, c'est l'histoire du chef, que je me trompe pas dans le nom,
C'est Kojiro. On le voit bien dans la série, c'est le magicien aux légumes et tout. En fait, c'est de quand il est parti de Tutsuki à la fin de ses études et jusqu'à ce qu'il obtienne son premier restaurant à Paris. Comment, en tant que jeune chef japonais, il a galéré à Paris et compagnie. L'a priori des clients qui sont ah, de la bouffe japonaise, qu'est-ce qui nous fait manger, machin, enfin, et compagnie. Apprendre à devoir gérer le fromage, parce qu'automatiquement en France, le fromage est quelque chose d'important. Allez, on va passer bah, à Foot Basket. Voilà, donc Foot Basket, dont l'animé a eu un remake ces dernières années, parce qu'ils ont mis un moment. Mais cette fois, à la différence de la première série qui s'arrête euh, avant la moitié, ouais, avant la moitié, si je me souviens bien, il y a 23 tomes. Ouais, ça. Il y a 23 tomes, et si je me souviens bien, la première série d'animé en 26 épisodes faisait les 5 ou 6 premiers tomes, quelque chose comme ça. Là, dans la nouvelle série que vous trouverez sur Wakanim, si je dis pas de bêtises, elle est en cours, la dernière saison est en cours, mais vous aurez tout l'animé avec graphisme plus moderne. Alors, ils ont changé les doubleurs, ça je regrette un peu, parce que la voix japonaise de Toru, dans la nouvelle version, j'ai un peu de mal. Alors, petite chose, voilà, regardez la tranche, elle est mal pliée. C'est quelque chose qui, à l'époque, arrivait fréquemment. Les problèmes de pliage ou de pages écornées ou de mal découpées dans les mangas, c'était vraiment très fréquent. Ça fait bien longtemps que ça m'est pas arrivé d'acheter un bouquin où une feuille a été mal coupée, ou qu'il y a un pli, ou que la couverture soit machinée. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, mais je peux dire qu'il y a une époque, allez, tous les 2, 3 mois au moins, j'avais un bouquin qui avait un défaut. Et du coup, ces défauts m'avaient permis de voir, c'est quand ils coupent les pages pour mettre au format, ils coupent une partie de la case. Ils coupent quelques millimètres, parce que normalement, les cases ont toutes des bordures noires. Et là, dans les versions françaises, vous voyez bien qu'il n'y a pas les bordures noires en haut des cases, parce que ça a été coupé pour faire au format. Alors, que dire de Foot Basket? C'est l'histoire de Toru Honda, euh, une orpheline, puisque elle a perdu son père pratiquement à sa naissance, sa mère est morte, elle se retrouve toute seule, elle est censée vivre chez son grand-père, mais son grand-père fait des travaux dans la maison justement pour lui permettre de vivre avec eux, et parce que son grand-père vit avec son fils, parce que c'est son grand-père maternel, si je me souviens bien, son fils ou sa fille. Et en fait, elle dit oui, je vais aller chez des amis, choses comme ça. Et en fait, elle se retrouve à camper sous une tente dans la forêt pratiquement. Et un gros orage crée un éboulement et elle se retrouve bah, sans plus rien. Or, il s'avère que je fais tout ça de mémoire. Tellement, j'ai lu, relu cette série, mais à un point. Oui, j'ai pas mal de shoujo, hein. J'ai pratiquement, je crois, un quart de ma collection qui est du shoujo quand même. Mais bon, il y en a qui sont vraiment très bien. Et du coup, c'est là qu'elle rencontre les Soma, parce qu'en fin de compte, là où elle a émis sa tente, c'était sur un terrain appartenant aux Soma, et qu'elle va découvrir la malédiction du clan Soma, qui est la malédiction des 12 signes du zodiaque chinois. Lorsqu'ils entrent en contact avec le sexe opposé, ils se transforment en l'animal du signe du zodiaque de leur naissance. Alors, du coup, ça, c'est un truc qui m'a toujours paru un peu bizarre, parce qu'ils disent de leur naissance, mais des fois, on s'aperçoit qu'il y en a deux qui ont le même âge, qui sont deux signes différents. Alors, est-ce qu'il y en a un qui est en début d'année, parce que le nouvel an chinois, en général, c'est en février, donc il y a peut-être ça. Il suffit que tu sois né en janvier et l'autre après, puis tu te retrouves avec deux signes différents. Et en fait, elle va tomber amoureuse du reclus, du 13e, du chat. Il y a tout un tas de choses. Non, c'est une grosse histoire d'amour, mais avec un côté mystique intéressant. Et j'avais vraiment... à l'origine, c'est une série que j'avais connue le premier animé d'abord, parce que j'ai fait les bouquins après, quand j'ai su que les bouquins allaient plus loin que l'animé. Et moi, c'est une série que j'ai vraiment beaucoup aimé.
Donc ensuite, on va rester dans le Natsuki Takaya. J'ai dit, j'ai 4 séries avec Fruit Basket Another, qui est donc la suite de Fruit Basket. Alors, il n'y a que 3 tomes. Ouais, c'est ça, il n'y a que 3 tomes. La série est finie, il y a 3 tomes, où on a les enfants de ceux qui étaient maudits, qui se retrouvent dans l'école où leurs parents a été. Et on retrouve un peu le même schéma, mais bon, c'est qu'en 3 tomes. Euh, mais ils sont pas maudits, mais ils sont restés très proches. En fait, les enfants sont restés proches parce qu'ils disent, euh, ils- ils- je sais pas s'ils sont au courant pour la malédiction ou pas, mais ceux qui étaient maudits sont restés très proches, ils sont régulièrement ensemble. Du coup, leurs enfants sont régulièrement ensemble et ça, ça aura créé un lien. Hop là. Ensuite, on passe à Kiss Death. Voilà, Kiss Death de Yashuhiro Kano. Alors, c'est aussi un auteur où j'ai beaucoup de séries. Il s'avère que là, elle est chez Delcourt Tonkam, et toutes ces autres séries sont chez Tonkam. J'ai 3 séries chez Tonkam de cet auteur. C'est parce qu'à une époque, quand je trouvais une série que j'aimais beaucoup, j'aimais avoir tout ce qu'avait fait l'auteur, parce que souvent, ben, ces autres séries sont bien aussi. Ce qui fait que c'est quelque chose qui va revenir régulièrement, de je dise, bah, j'ai plusieurs séries de cet auteur-là, ce qui prouve que c'est des auteurs sympas. Donc là, c'est l'histoire des prisonniers d'une lointaine planète envoyés en exil sur la Terre ont fomenté leur évasion en s'emparant du corps de 5 filles. L'extraterrestre Z utilise le corps du lycéen Shingo Tozu afin de capturer les fugitifs, qui demeurent dans la bouche de leur hôte, mais ce garçon a une phobie des filles. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a le côté comique du fait que le héros a peur des filles. Or, pour capturer les extraterrestres qui se sont évadés, parce qu'en fait, ils sont tout petits, ces extraterrestres, et ils parasitent les corps. Et quand ils parasitent un corps, ils sont sur la langue. Donc lui, il se retrouve avec son extraterrestre qui est sur la langue, mais qui lui laisse sa conscience, à la différence des autres qui se sont emparés de la conscience des filles. Et pour que son extraterrestre puisse capturer l'extraterrestre qui parasite la fille, bah en gros, il faut qu'il lui roule une pelle. Donc lui qui a la phobie, alors forcément, série très etchi et tout, comme j'avais dit, le problème c'est qu'il y a eu pendant très longtemps, si vous vouliez une série comique, bah, vous avez de grandes chances de vous retrouver avec une série etchi. C'était c'était voilà, donc du coup, c'est vrai que des séries etchi, j'en ai quand même pas mal parce que j'ai beaucoup de séries comiques. Pas forcément, je les ai pas forcément achetées pour ça, je les ai achetées pour le côté comique, parce que la série me faisait rire. Vous savez, au bout d'un moment, on n'y fait même plus gaffe, tu es là, ah, une culotte, tu fais même plus attention. Quand tu es ado, oui, mais après, moi, je me souviens, la première fois que j'avais lu Chobit, euh, un ami qui m'avait prêté le premier tome, il avait acheté le premier tome, il l'avait lu, il me dit: «Oh, tu vas voir, c'est génial, cette clampe, machin». Moi, je lis, j'avais vu tout le côté, interaction sociale, le fait que les gens préfèrent vivre avec des robots qu'avec d'autres humains et compagnie. Lui, tout ce qu'il avait voir, c'était le côté ah, on peut coucher avec les robots. Voilà. Parce que, voilà, c'est l'un des problèmes avec le manga, c'est que quelqu'un qui s'y connaît en manga ou qui est vraiment passionné de manga, il va passer outre toutes ces choses-là parce qu'il se rend compte que c'est pour du marketing, c'est pour attirer, attirer le lecteur et compagnie, et il va vraiment s'intéresser à l'histoire. Alors que l'occasionnel ou le mec qui connaît rien au manga et qui en fait qui va prendre un manga au hasard et qui va voir ça, il va dire: «Ah, les mangas, c'est que des trucs de pervers». Voilà, alors c'est une série sympa qui est finie, qui fait 7 tomes. C'est sympa, mais c'est pas la meilleure de l'auteur. Quand on fera Tonkam, je vous verrai, je vous montrerai les 3 séries que j'ai de l'auteur, que je trouve mieux que celle-là. Elle est bien, hein, mais je préférais celles qu'il avait fait avant. Parce que ça, c'est la dernière en date. Ensuite, parce qu'en fait, j'ai fait 2 piles de livres sur mes genoux, parce que... Alors, on va passer à un truc... L'arme ultime. Alors, l'arme ultime de Shin Takahashi. Alors, à l'origine, c'est une série... Alors, graphiquement, c'est très spécial. Hein. Graphiquement, je vais vous faire voir.
C'est une histoire d'amour dans un monde au bord de la destruction. L'héroïne qu'on suit se révèle être une arme militaire évolutive. Enfin, c'est un peu. Est-ce qu'il y a un moment. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses que je trouve qui sont mal expliquées dans cette série. C'est le fait que ils se font attaquer par une armée, mais on ne sait pas pourquoi. C'est quelque chose qui m'a. Il n'y a pas un seul endroit où on la voit en armes. Bon, tant pis. C'est vrai je sais pas trop. Tu vois, comme il dit, c'est le dernier chant d'amour sur cette petite planète. C'est une série qu'à l'origine que j'ai vue en animé. Et je me rappelle à l'époque, c'était à l'époque où j'habitais Grenoble, on s'était réunis à plusieurs fans de manga, machin, parce je faisais partie d'une assoce et tout. Et j'avais acheté cette série, on commence à regarder la série, on avait prévu de regarder la série dans le week-end, on se faisait un week-end manga. Au bout du premier DVD, on a arrêté parce que la série est tellement triste que tu arrives à pleurer sans même t'en rendre compte, tellement la série est triste. Et par contre, le manga l'est beaucoup moins. En fin de compte, j'ai fini par revendre les DVD et faire les bouquins, parce que j'espérais que les bouquins m'apporteraient des réponses à certaines de mes questions. En fin de compte, pas tant que ça. Mais le bouquin est beaucoup moins triste. Déjà parce que dans l'animé, t'as pas pratiquement pas un épisode sans qu'il y ait des morts de personnages que tu as appris à apprécier. Donc c'est ce qui fait que c'est triste. Dans le bouquin, non, beaucoup moins. Il passe un peu à côté. Ah si, ouais, il y a une photo où elle est en armes. Je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez bien que j'espère qu'au montage ça va pas tout foirer. Mais là encore, c'est gentillet là. Et alors oui, pareil. Relation de couple de lycéens, machin. Donc oui, oui, il y a du sexe. Comme il y a la guerre, ben oui, il y a aussi des viols, machin et compagnie. C'est une série pour adultes. Hein, il me semble qu'elle était catégorisée seinen. Moi personnellement, je considère que c'est quand même une série qui est quand même très dure psychologiquement. Donc pour moi, c'est une série pour adultes. Je ne sais pas si elle est encore éditée. Donc si vous la trouvez d'occasion, tant mieux. Mais personnellement, c'est une série qu'il faut la lire en bonnes conditions. Il ne faut pas la lire quand vous avez un coup de mou. Ça va pas vous aider. Faut pas être dépressif pour lire L'Arme Ultime. Alors ensuite, on passe à L'Île Berry. Alors, il y a du vert sur la couverture. Ah, ça va foirer au montage. Alors, L'Île Berry est une série française. Oui, j'ai quelques séries françaises. Alors surtout, c'est que donc de Fabien Dalmasson et Geronimo Cejudo. Alors je ne dirais pas lequel, mais l'un des deux habite pas très loin de chez moi, donc ça a aussi un peu contribué au fait que j'ai fait cette série à la base. Dire ouais voilà, mais en fin de compte la série est vraiment bien. À l'heure actuelle, il y a 3 tomes. Alors c'est le problème des mangas français, c'est que vous avez un tome par an, voire tous les 2 ans. Donc ça me fait parce ils prennent du code manga, ils font format manga, mais ils gardent leur rythme de dessinateur frocon belge en faisant un tome tous les 36 du mois. Ça, c'est une chose qui m'énerve un peu dans le manga français, c'est que tu as envie de leur dire, si vous faites du code manga, je suis désolé, mais va peut-être falloir faire un peu plus vite. C'est-à-dire que normalement, il faudrait un tome tous les 4 à 6 mois, à peu près. Ça dépend du nombre de chapitres. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a 7 chapitres. 7 chapitres, ouais, ça pourrait faire un tome tous les 3-4 mois, normalement, s'il faisait un rythme japonais. Alors, B est une enfant naïve, spontanée et résolue, élevée par son grand-père, Jio, dans les montagnes, soustraite au regard des hommes. Ses pouvoirs incroyables lui sont naturels et ses journées rythmées par les arts martiaux et la nature sauvage ordinaire. Lorsque Jio disparaît, elle n'hésite pas une seconde et part à sa recherche, quitte à tout laisser derrière elle. Pourquoi cacher B aux yeux du monde? En combien de temps la jeune fille restera-t-elle en sécurité une fois que ses vrais pouvoirs ont été exposés? Alors voilà.
Je vais pas vous en dire plus sur la série parce que je voudrais pas vous décourager. Allez lire au moins le tome 1. Franchement, c'est pour une série française, je la trouve très intéressante. Elle utilise énormément vraiment de code manga, pas uniquement graphique, mais aussi au niveau de la structure. Au niveau du scénario, on retrouve pas mal ce qui fait les classiques du shonen. Et non, non, la série est intéressante. Moi, le développement de l'histoire est vraiment est bien aussi. Ah, j'ai la pile qui s'est éclatée. Ensuite, on passe à Liselotte et la forêt des sorcières de Natsuki Takaya. Et oui, vous allez me dire encore. Alors, c'est donc la troisième série de cette vidéo. Non? Ah bon, foot basket, il y a deux séries. Mais il y a encore Twinkle Star. Ouais, bah, en réalité, c'est 5 séries dans cette vidéo qu'on va faire de Natsuki Takaya. Voilà. Tu vois, comme ils disent, par la créatrice de Fruit Basket et de Twinkle Star, donc Twinkle Star, on en parlera un petit peu plus tard. C'est la série qui a été stoppée. Je ne sais pas pourquoi, elle est stoppée au tome 5 en France. Donc je vais pas vous en parler plus que ça, parce que je vais pas vous donner envie d'une série que vous ne verrez pas la fin, puisque la série est stoppée en France. Est-ce qu'ils ont perdu les droits? Est-ce que la série est stoppée au Japon? J'ai pas réussi à savoir si la série était aussi stoppée au Japon. C'est dommage, que c'était une bonne série aussi. Ensuite, j'en avais parlé dans ma série sur les isekai. Tanya the Devil. Hop là. Alors, Tanya the Devil, pareil, une des séries que je relis le plus souvent. À l'origine, j'ai vu l'animé sur Crunchyroll. D'ailleurs, sur Crunchyroll, vous avez toujours l'animé, vous avez même le film qui est au-delà du manga à l'heure actuelle. Parce qu'à l'heure actuelle, le manga, on en est au 13, non. Non, au 14, que j'en ai eu un autre depuis. 13 ou 14. Et donc, on suit l'histoire de Tanya dans un monde. Alors, en fait, non, on va revenir un peu en arrière. Pour avoir insulté Dieu, un homme d'affaires arrogant, tué par un employé qu'il venait de licencier, est condamné à renaître dans le corps de Tanya, orpheline dans un univers semblable à l'Europe de 14-18, vers 9 ans. Il décide d'entrer dans une division spéciale de l'Empire, espérant ainsi atteindre un rang suffisamment élevé pour rester loin du champ de bataille, mais Dieu lui réserve bien des surprises. Alors, effectivement, en fait, c'est dans un monde qui est au niveau de la Première Guerre mondiale, sauf que c'est un peu plus compliqué que ça. Ils ont le schéma de pensée de l'époque de la Première Guerre mondiale, sauf que l'Empire, qui est bon, en gros qui est l'Allemagne, hein, c'est le Reich, a le niveau technologique qu'ils avaient durant la Seconde Guerre mondiale. Ça veut dire qu'ils ont directement des chars Panzer et Tigre, alors qu'en face, ils sont, eux, des tanks. Il y a même un moment, ils affrontent un pays, c'est le duché de Dacia, pour moi, c'est la Bulgarie ou la Roumanie, c'est dans ce coin-là. Les mecs, ils sont encore à l'ère de la cavalerie, quoi. Ils sont là avec des chevaux, avec des canons à boulets et tout. Et or, ils sont dans un univers où il y a la magie. Donc, il y a une division de soldats magiques qui s'appelle les mages volants, parce que du coup, grâce à la magie, ils volent. Et elle, je dirais elle, hein, parce que le fait qu'à l'origine, c'est un mec, on s'en fout, donc qui est puni par Dieu, parce que, en fait, ce mec, c'est un truc l'efficacité, machin. Il s'est même proposé dans sa boîte pour licencier les incapables. Ça le faisait triper. Et l'un des mecs qu'il a licencié l'a bourré devant le métro au moment où le métro arrivait. Et juste avant qu'il meure, au lieu de... Tu vois, t'es là, tu vas mourir, tu dis mon Dieu, tu vas pour prier Dieu, machin. Et lui, il est là, vachement rationnel et tout. Donc Dieu arrive et lui demande, il dit, mais pourquoi t'as pas la foi? Pourquoi tu pries pas Dieu? Tu vas mourir tout. Et en gros, ben, le mec, il envoie Dieu chier. Il lui dit, pour moi, Dieu n'existe pas. Voilà, il lui fait tout un laïus. Du coup, Dieu s'énerve et le réincarne dans un nouveau monde, en lui donnant un gros potentiel magique, sachant qu'automatiquement, ça allait le conduire à la guerre. En fait, on se rend même compte que c'est Dieu qui provoque les guerres, parce que ben, quand il y a une guerre, les gens se mettent à prier Dieu pour que la guerre s'arrête. Voilà, tiens, on va relancer la foi, allez hop, une petite guerre. Et le truc, c'est que
bien qu'étant enfant, on lui dit: «Bah, quand tu seras plus grande», parce qu'elle se fait tester à 9 ans, son potentiel magique. Tu dis: «Ah mais tu as un énorme potentiel et tout. Bah, quand tu seras plus grande, tu pourras rejoindre l'armée et compagnie» et comme elle est orpheline et qu'elle se dit: «Je vais crever de faim dans cet orphelinat, autant rentrer dans l'armée tout de suite». Donc elle fait l'école de guerre, machin et elle se retrouve, elle fait, le Rhin de 14-18 avec la guerre des tranchées, tout un tas de choses. Mais comme elle a ses connaissances de son monde d'avant, heu, elle devient donc hyper balèze tactiquement. Elle fait des suggestions tactiques et de prévisions de guerre par rapport au développement elle a connu dans son monde. Parce qu'au début, l'Empire est en guerre, en fait, c'est l'Empire qui a été attaqué. Là, dans ce monde-là, c'est pas l'Allemagne qui attaque les autres, c'est l'Allemagne qui est attaquée par les autres pays parce qu'ils se disent: «Ouh là, avec sa technologie, sa puissance et tout, non, non, ça le fait pas, il est trop fort, faut qu'on lui tape dessus tout de suite». Sauf que, ben, voilà, justement parce qu'il est supérieur, ben, il se laisse pas faire et il a même plutôt l'avantage. Et en fait, grâce à Tanya, il remporte des grosses victoires et compagnie et c'est une série que j'aime beaucoup, je pourrais en parler pendant des heures, c'est vraiment une série que j'adore. Il y a énormément d'événements qui ont vraiment eu, nous, par exemple, le bombardement d'Arène, il y a énormément de choses comme ça. Et le fait de voir une gamine, ça c'est quelque chose qu'on a quand même eu, la jeunesse hitlérienne, on a fini par avoir des enfants soldats durant la Seconde Guerre mondiale du côté allemand. Maintenant, quand on parle d'enfants soldats à notre époque, on pense à l'Afrique. C'est plutôt l'Afrique qui aujourd'hui a continué avec le concept des enfants soldats, mais les enfants soldats ont toujours plus ou moins existé dans les guerres, et elles se retrouvent quand même à la tête d'une compagnie renforcée. Elle a 48 soldats sous ses ordres, donc ils sont tous plus vieux qu'elle. Et elle est là, elle leur donne des ordres, tout. Elle les a formés elle-même, elle les a formés en utilisant des tactiques de notre monde. Donc elle les a, en un mois, elle leur a fait un truc du niveau de la Légion étrangère française, qui est l'entraînement le plus dur au monde. Et les mecs, du coup, ils sont devenus hyper balèzes. Voilà. Il y a même à un moment, la seule perte qu'elle a eue, c'est parce que le mec, il a bouffé une patate avariée, quoi. Les mecs sont tellement balèzes que, bon, ça leur arrive d'être blessés, mais il n'y a pas de vraie perte, de vraie perte au combat. Alors, après, si, ce qu'elle se retrouve à devoir entraîner des jeunes sur le front, mais surtout, c'est que en plus de son gros potentiel magique qui fait que ça l'amène en première ligne, alors qu'elle, elle veut être à l'arrière peinard, à l'abri de la guerre et tout, il y a une sorte de malédiction sur elle qui fait que les gens comprennent toujours tout de travers ce qu'elle dit. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle discute avec ses supérieurs, où elle se dit: «Ah, faut que je sois bien avec ce supérieur, comme ça, il y a moyen qu'il me mute à l'arrière», les mecs, dans son discours, ils sont là, ils comprennent: «Oh, elle veut être au premier rang, machin, c'est une foudre de guerre, tout, machin». Alors qu'elle, non, elle veut pas aller faire la guerre, elle veut pas mourir. Parce que justement, une des choses que Dieu lui a fait, c'est qu'il lui a dit: «Je te réincarne dans un nouveau monde, mais si tu meurs dans ce nouveau monde sans être croyant, tu pourras plus te réincarner. C'est une mort définitive, ton âme est détruite». Donc de se retrouver en première ligne de combat sur un front, dans une guerre mondiale, c'est pas l'idéal. Mais c'est vraiment génial comme série. Regardez l'animé, c'est vraiment une série que je recommande à mort. Bon allez, on va retomber dans le pervers, hein, je vais le dire tout de suite. The Testament of Sister New Devil. Alors, The Testament Sister New Devil, hop là. Alors là-bas, c'est pareil, j'ai vu l'animé, j'ai trouvé ça sympa, donc c'est un truc qui est quand même... Oui, c'est un truc qui est très pervers, donc je vais pas en parler plus que ça. Mais j'ai vraiment trouvé marrant, donc j'ai fait les bouquins parce que je voulais aller en voir plus. Donc le lycéen Basara Tojo se retrouve du jour au lendemain avec deux demi-sœurs, Miyu et Maria. Évidemment, elles ne sont pas des filles normales. L'une est le démon maître, l'autre une succube. Pour les protéger des autres créatures maléfiques, Basara décide de passer un pacte d'allégeance, mais les rôles se retrouvent inversés et il devient malgré lui le maître de Miyu et de tout un tas d'autres filles aussi. Donc c'est un truc harem, voilà, très très pervers, je le reconnais, puisque en fait le pacte, parce que le problème c'est que le pacte c'est la succube qui a géré le pacte, donc c'est ce qui fait que c'est un pacte pervers. Plus les filles avec qui il passe un pacte l'aiment, plus il devient puissant.
Et lorsqu'elles lui désobéissent ou qu'elles ont une mauvaise pensée à son encontre, le sceau s'active, elles se mettent, en gros, elles ont des grosses envies de cul et le seul moyen que ça s'arrête, bah, c'est qu'il les satisfasse. Voilà. Donc, suivant, le spin-off, ou non, non, c'est la suite. C'est la suite ou c'est un spin-off? Je me rappelle plus. Non, je crois que c'est plus un spin-off. C'est donc c'est Testament of Sister New Devil Storm. C'est plus ce qui se passe, on va dire, en dehors du scénario, la vie de tous les jours, les choses comme ça. Donc encore plus pervers. Voilà. Bon, Twinkle Star. Twinkle Star de Natsuki Takaya, voilà, l'auteur de Foot Basket. Encore, oui, oui, à chaque fois, on a eu le droit, suite au succès de Foot Basket en France, toutes les séries qu'on a eues derrière, on avait le truc. Donc Sakuya vit avec son cousin canadais qui est également son tuteur. Quand elle est triste, la jeune fille aime regarder les étoiles pour se réconforter. Mais le jour de ses 18 ans, sa vie sera bouleversée par l'apparition d'un étrange garçon lors de sa soirée d'anniversaire. Qui est-il et quelles sont ses véritables intentions? Voilà. Alors, bon, petite histoire d'amour. Si je me souviens bien, elle fait partie du club d'astronomie, donc on a pas mal de trucs de référence à l'astronomie. Euh, voilà. C'est sympa, c'est gentillet, mais c'est pas au niveau de Foot Basket. En fait, le problème, c'est que j'ai beau avoir 5 séries de l'auteur, aucune n'est au niveau de Foot Basket. C'est-à-dire, t'as Foot Basket qui est tout en haut, et puis t'as les autres qui sont bien, mais ça vaut pas Foot Basket. Ensuite, on passe à un drôle de père. Voilà. Alors pareil, grand format. Les gros formats, je sais pas pourquoi ils l'ont fait en gros format. Alors ça, c'est... Ah bah tiens, à la base, c'est Akata. Oui, mais pourtant, il a été réédité chez Delcourt, si je me souviens bien, que c'est pour ça que je l'ai mis en Delcourt. Il a été réédité chez Delcourt. Mais à la base, ouais, à la base, c'était chez Akata. Moi, je dois avoir la version Akata. Alors, à la base, c'est une série que j'ai vu l'animé sur Wakanim, si je dis pas de bêtises. Et il y a 10 tomes, et l'animé fait les 4 premiers tomes, si je me souviens bien, les 4 ou 5 premiers tomes. Donc, c'est Daichi, 30 ans, célibataire, n'est pas ce qu'on peut appeler un don Juan. Pas très à l'aise avec les femmes, encore moins avec les enfants, cet homme un peu plus ordinaire va du jour au lendemain décider de devenir le tuteur légal de la fille cachée de son défunt grand-père. Mais comment élever une jeune enfant quand on a déjà du mal à s'assumer soi-même? Un drôle de père est la première série à succès de Yumi Unita, une des auteurs issus de la nouvelle vague du manga pour femmes. Ah bon, c'est un shoujo ça? Oui, effectivement. Elle déborde dans cette œuvre avec beaucoup d'humanité, des thèmes aussi fondamentaux que l'amour familial, l'éducation ou plus généralement la responsabilité individuelle. Face à l'égoïsme de la société, Dashi fera en effet passer les intérêts de la petite Rine avant les siens, et si le bonheur passait par le don de soi. Alors, je sais que ça peut faire un peu bizarre que j'ai ce genre de série. C'est un peu un cas unique à part. En fait, j'ai aimé l'animé, je voulais connaître la suite de l'histoire, parce que comme je disais, l'animé fait que les 4 premiers tomes. C'est ce qui fait que j'ai fait les bouquins. En fait, l'animé s'arrête à quand Rin est enfant. Parce que dans le manga, elle va jusqu'à l'âge adulte. Donc au début, ben voilà, le mec qui se retrouve à devoir élever la fille de son grand-père, la fille cachée de son grand-père, enfin et compagnie. Et on voit comment l'éducation des enfants au Japon, parce qu'en fait c'est ça, le fait qu'au Japon ils sont très carriéristes, ils comptent pas leurs heures de boulot, hein, ils font pas les 35 heures hein, là-bas. Et du coup lui il se retrouve à devoir demander, en fait à la base il était bien placé dans sa boîte, mais il se retrouve à devoir demander à être rétrogradé pour avoir des horaires plus fixes et pour pouvoir s'occuper de la gosse. La gestion des crèches, des garderies, la gestion de l'école, il y a tout un tas de choses, mais surtout l'œil de la société, parce que la série commence, c'est l'enterrement du grand-père, il découvre, la famille du coup découvre qu'il a une fille cachée, et aucun d'eux se pose la question
comment on va élever la petite, truc comme ça. Non, c'est d'office, on va la foutre en orphelinat, on va la faire adopter. Ils veulent pas en entendre parler. Et du coup, c'est lui, Dashi, il est outré. Il dit, mais putain, elle est de la famille, vous voulez vous en débarrasser? Bah, je vais m'en occuper moi. Et du coup, ça va prendre du temps, mais petit à petit, bah, sa famille va finir par s'y habituer, machin, ils vont apprendre à apprécier la petite et tout. Et puis, bien sûr, dans l'histoire, quand elle est plus grande, on finit par découvrir la vérité parce que bon, je spoilais un peu, mais elle n'est pas elle a aucun lien de sang avec eux en réalité. C'est la fille de la femme de ménage du grand-père. Et en fait, c'est ça le pire, c'est qu'en fait, ce gonzesse, à la base, elle est mangaka. Elle faisait des ménages pour gagner de l'argent parce que ses mangas marchaient pas, elle n'y arrivait pas. Et en fait, en gros, elle a plus ou moins abandonné sa fille chez le grand-père. Et du coup, quand le grand-père est mort, ben, elle s'est dit, ouais, bah, sa famille s'en occupera sans se poser la question de savoir s'ils allaient l'accepter ou la rejeter. Et c'est ça, c'est vraiment. En France, on n'a pas d'orphelinat, on n'a pas d'orphelinat, on a la DAS. Mais la DAS, c'est pas des orphelinats, c'est encore un autre type de structure. Et c'est vraiment, moi au début, j'étais un peu, ça m'avait choqué parce que le premier réflexe de la famille, c'est on se débarrasse de la gosse, quoi. J'ai là, je fais attends, enfin, moi ça m'avait un peu. Je sais que beaucoup de gens qui ont lu cette série en entier, j'ai vu énormément de mauvaises critiques sur la série de ceux qui ont lu le manga jusqu'au bout parce qu'ils aiment pas la fin. Ils aiment pas ce qui se passe à la fin. Mais j'ai envie de leur dire, c'est là qu'on voit les limites de vos connaissances en termes de la culture japonaise. Parce que, bah, je dirais tout simplement, la fin de cette série, c'est le syndrome Hikaru Genji. Pour ceux qui savent qui est Hikaru Genji, ils comprendront de quoi je parle. Si vous ne savez pas, je ne vous l'expliquerai pas. C'est quelque chose qu'on voit souvent en plus, qui a été expliqué plusieurs fois dans des mangas, et pour ça. La fin de la série vous surprend, vous avez un problème avec la fin? Non, je suis désolé, mais si vous connaissez le concept de Hikaru Genji, eh ben non, ça ne vous surprendra pas. Allez, on va finir. Dernière série, Yakikate Japan. Un pain, c'est tout. Alors, Yakikate Japan de Takeshi Hashiguchi. Hashiguchi, ouais, c'est ça. C'est un C. Alors, c'est Kazuma Azuma qui veut devenir boulanger dans une grosse boulangerie et tout. Et c'est un manga de bouffe basé sur la boulangerie, donc beaucoup de pain, peu de viennoiserie, parce qu'en fin de compte, en dehors du croissant, moi là-bas, c'est une série que j'avais connue en animé. L'animé fait à peu près la moitié ou les trois quarts des bouquins. Si je me souviens bien, voilà, il y a 26 tomes. Puis en fin de compte, la deuxième partie est bon. Vous pouvez vous arrêter l'animé. L'animé fait 3 coffrets DVD. Je sais, je les ai. Et alors, on part dans le trip je vais dire des super techniques, parce que voilà, son pain est meilleur que les autres, parce que il a des mains solaires. En fait, les mains solaires, ça veut dire qu'il a des mains plus chaudes que la normale, ce qui permet d'accélérer l'effet de la levure. Il a donc des pouces plus courtes, sa patte gonfle mieux, il a une patte plus aérienne, enfin, il y a tout un tas de choses qu'il peut faire grâce à ses mains solaires. Mais surtout, c'est que c'est vraiment le petit génie du pain, parce que le mec, il a fait aucune école de boulangerie, je sais même pas si ça se dit une école de boulangerie en fin de compte. Si, il a fait aucune école de boulangerie, il s'est pointé au concours d'entrée, en ayant tout redécouvert par lui-même, par tâton, en faisant des tests. C'est ce qui d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'il appelle toutes ses recettes Japan numéro machin, parce que ça correspond à son décès. Et des fois, on lui dit ouais, faut que tu fasses tel type de pain. Il fait ah, c'est quoi? Alors il lui explique ah, mais c'est comme le Japan numéro machin. Et du coup, clac, il le fait, et son truc, il est encore en plus meilleur que le truc de base. Donc bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. C'était donc les séries Delcourt Tonkam pour ceux qui sont mix. Donc normalement, non, je vais pas m'avancer pour dire
Il me semble que ça devrait être Doki Doki, normalement, la prochaine vidéo. Puis j'en ai un paquet de Doki Doki, je suis même surpris. Ça sera tout pour cette vidéo, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas le pouce bleu si vous aimez cette vidéo, un petit commentaire pour dire ce que vous pensez de ces séries-là, de ce que j'en dis, si vous les connaissiez, si vous les connaissiez pas, si vous voulez un peu plus d'informations et choses comme ça. N'oubliez pas aussi, abonnez-vous, partagez, enfin bon, la pub habituelle. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!